Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, autre épisode de Dans la cage, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu, mon ami? En pleine forme, mon Ben. Toi? Excellent, ça va très bien. Je sais que tu es très occupé. Merci de prendre le temps de faire le podcast. C'est très apprécié de ma part, de la part des gens qui nous écoutent. On n'a pas été là pendant un certain temps. On reçoit beaucoup de messages. D'ailleurs, on vous remercie là, de nous écrire. On est content d'être de retour. On est content que vous nous suiviez là, malgré toutes nos péripéties. Autre grosse émission pour vous aujourd'hui. On revient bien sûr sur ce qui s'est passé le week-end dernier à l'UFC, un gala qui mettait en vedette Marvin Vettori contre Jack Hermansson. De très bons combats, de très beaux finishes, de très beaux KO. Et encore des controverses. On va encore parler des juges, Pat, dans les prochaines minutes, malheureusement. Ben, pas des juges, d'un juge. D'un juge, c'est vrai. C'est juste ça, en plus. Il donne mauvaise réputation à toute sa profession, le pauvre. On va mettre la table pour l'UFC 256, un autre gala télé à la carte qui s'en vient cette fin de semaine. Pour la deuxième fois, ce sera les poids mouches qui seront en vedette. On fait le tour de la carte avec vous dans les prochains instants. Et comme d'habitude, on termine ça avec l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Plusieurs dossiers qui retiennent notre attention cette semaine. Pat, Marvin Vettori, qui a causé une certaine surprise, disons-le comme ça, contre Jack Hermansson. Il était, contre toute attente, ou en tout cas, moi je ne m'attendais pas à ça, mais il était, selon Las Vegas, le favori, parce que c'est un adversaire de la dernière minute. Un gars qui était sur une bonne séquence, Marvin Vettori, mais en battant un gars aguerri, combattant d'expérience comme Jack Hermansson, je pense qu'il est passé dans la catégorie supérieure. Superbe performance de l'Italien. À mon avis, il va faire son entrée dans le top 5 mondial. Tu parles de combat à la dernière minute. Il est supposé se battre samedi prochain. Là. Fait que, lui, il était déjà en fight shape. Il est supposé se battre contre Jacare Souza. Matt et Holland, lui, il était supposé se battre contre Hermansson. Holland a le COVID. Donc, on a juste switché les deux combattants de place. Honnêtement, pour Vettori, le training n'aurait pas été très différent contre Hermansson que contre Jacare. Parce que c'est deux gars qui veulent aller au sol puis ils veulent travailler avec le jiu-jitsu. C'est pour ça que je pense qu'il a été un peu plus, qu'il a été au niveau favori, au niveau de la cote, parce que Hermansson a changé 3 fois d'adversaire. Et ça, là, on juge ça au niveau psychologique aussi, de s'adapter à un nouvel adversaire. C'est très difficile pour Hermansson, même s'il avait accepté, puis ça ne le dérangeait pas. Il reste que Marvin Vettori, écoute, ça a été une performance intéressante, une de ses plus belles performances de sa carrière. Il était classé 12e, il a complètement dominé, il était classé 4e, peut-être le 3e round qu'il a échappé, mais c'était vraiment serré. Dans tout ce combat-là, moi, ce que je retiens le plus, il y a 2 choses, puis on va en parler, là. 2 choses. Le manque de finition des amenés au sol de Hermansson et l'adaptation d'Hermansson à se battre contre un gaucher, qui était complètement nul. C'est ça. Vettori, dès le début du combat, a pris l'ascendant lors du combat debout. Tu l'as dit, gaucher, donc, et tu l'as vraiment bien expliqué là, durant le reportage de samedi soir. Son jeu de pied était parfait. Là, gaucher contre droitier, a réussi à contrôler l'octogone avec ça. On sentait que ses frappes étaient lourdes et il a même failli en finir dès le premier round. Donc, côté combat debout, gaucher a tout de suite donné beaucoup de difficultés à Hermansson. C'est parce que moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est dans son coin aussi à Hermansson, on doit trouver ces ajustements-là. C'est connaissant ça dans le combat. C'est des détails qui font toute la différence. Quand je parle de jeu de jambes, ceux qui ont suivi le gars-là ont bien compris ce que je voulais dire, mais quand tu te bats gaucher contre droitier, eh bien, la jambe avant est très proche l'une de l'autre. Et cette jambe-là, tu dois toujours travailler pour garder l'extérieur. Parce que si tu rentres plus que tu gardes l'extérieur avec ton pied avant, du pied de l'extérieur de ton adversaire, plus c'est toi qui vas rentrer avec les frappes en premier à l'intérieur. Donc, tu t'en vas tout le temps vers, on appelle ça le blind side. Donc, tu t'en vas tout le temps vers le dos de ton adversaire, ce qui fait que quand tu rentres
ben, tu es caché en arrière de son jab et ton direct peut rentrer complètement. Donc, gaucher contre droitier, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, commencez avec votre pied arrière, votre jambe arrière. Si vous avez un bon déplacement puis vous êtes dans la bonne position avec le pied à l'extérieur, c'est sûr c'est vous autres qui allez toucher en premier. Et c'est là mais Vettori a fait la majeure partie de sa victoire et de ses dommages. C'est justement en plaçant ses pieds comme il faut lors des attaques des deux combattants. Et puis côté amené au sol, c'est sûr que pour Jack Hermansson, un gars très habile au sol, voulait amener le gros Italien au plancher, a réussi à quelques reprises, mais ça manquait vraiment de finition et il n'était pas capable de toute façon de le clouer au sol. Jamais passé proche de faire du dommage au sol. Là. Non, ben il faut donner le crédit à Vettori aussi, hein, parce qu'il a réussi 2 fois à amener au sol, mais les 2 fois, il s'est fait renverser dans la transition d'amener au sol. Donc, la deuxième fois, il y a eu un switch qui a été fait de très, très beau, là, de toute beauté. Vettori n'a jamais laissé le temps de terminer l'amener au sol sans réagir, d'accepter cet amener au sol-là. Et ça, c'est important, ce que je dis là, à ceux qui écoutent là, présentement, là, puis des fois, il m'amène au sol. Il ne faut jamais accepter de se faire amener au sol. Il ne faut pas accepter ça. Il faut tout le temps fighter. Et dans ce combat-là, Vettori, 2 fois, il s'est fait amener au sol, mais il ne l'a pas accepté. Dans la transition, il a réussi à aller renverser la situation et c'est lui qui s'est retrouvé sur le dessus. Il passait la garde, il améliorait sa position, il était super actif. Son combat debout, sa position sur le dessus aussi. Donc ça aussi, ça marque beaucoup de points. Et il ne laissait jamais le temps à Hermansson au sol de penser à s'installer. OK, je vais faire ça, je vais faire ça. Il était tout le temps en mouvement. Et ça, c'est la marque d'un gars qui connaît très, très bien le sol. Quand même, une ceinture noire, lui également, de jiu-jitsu brésilien, mais actif. Quand il n'était pas capable d'amener sa position, il frappait. Il passait toujours en demi-garde. Écoute, c'était un combat parfait pour l'Italien. Là. Et qui passe à l'histoire, en plus, c'était le premier Italien à faire partie d'un combat principal de l'UFC dans l'histoire. Ah ouais, OK. Chapeau quand même à Hermansson qui a passé à ça, là, à ça, de se faire passer le KO au premier round, de survécu. Finalement, ça s'est rendu à la limite. Mais Vettori, c'est vraiment la plus grosse victoire de sa carrière, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis c'est un gars qui, on ne le voyait pas vraiment venir, hein, parce qu'il a commencé sa carrière à l'UFC. Je pense que c'est son premier combat, ou en tout cas parmi ses premiers combats, c'est une défaite. Une défaite contre Israel Adesanya. Il avait donné un peu de trouble à Adesanya, là, si je me rappelle bien, il y a quelques années. Mais en raison de la défaite, on l'a un peu discarté, là, on l'a mis de côté rapidement parce qu'il a perdu. Mais là, Adesanya, on sait où il est rendu aujourd'hui. Puis là, ça aura pris un certain temps pour Vettori de se remettre de cette défaite-là, mais il est dans le mix, là, il est dans la discussion pour un combat de championnat prochainement. Là. Écoute, il est peut-être à une grosse victoire. Là. Ben oui, puis depuis qu'il a perdu contre Adesanya, il est invaincu en 4 combats. Donc, c'est sa seule tâche vraiment dans les 5 derniers combats. C'est sa seule tâche chez Adesanya. Puis il avait donné une décision, je ne sais pas si c'est une décision partagée, mais c'est par décision de toute façon. Il avait vraiment poussé à la limite. Ce qui fait que, oui, là, il vient de battre l'aspirant numéro 4. Il a complètement dominé. Va rentrer dans le top 5 mondial, ça c'est sûr. Il va passer en avant de Hermansson. Là, il a callé Paulo Costa. Je trouve que c'est un des meilleurs calls de l'année. Écoute, tout le monde veut voir ce combat-là, c'est sûr. Écoute, moi, je veux voir ce combat. 2 combattants qui veulent rester debout, ça va échanger. Puis Vettori, on l'a entendu en entrevue aussi, là, même ils ont dit aux combattants de ne pas se sacrer devant la télé, surtout lorsqu'on est à ESPN. Je pense que lui, il n'était pas là dans ce meeting-là. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense. Fait que c'est sûr que lui, il se rappelle ce qu'il a fait à Adesanya c'était le premier combat, deuxième combat en carrière à Adesanya dans l'UFC. C'est sûr qu'il s'est beaucoup amélioré, il a pris du galon quand même, mais il reste que avec une performance de même, on peut pas fermer les yeux et dire OK, là, il fait plus partie des meilleurs au monde. Là il fait partie des 5 meilleurs au monde. Là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais moi, combat contre Paulo Costa, je suis acheteur demain matin. Ah, je suis acheteur aussi. Dana White a dit qu'il était acheteur. Il s'est un peu repris par la suite en conférence de presse. Il a dit j'ai dit Paulo Costa, mais tu sais, il revient d'une défaite. Il n'a vraiment pas été impressionnant contre Adesanya. Fait que tant qu'à ça, redonnez-moi donc Adesanya, puis je pense que dans la revanche, je peux le battre. Puis de toute façon, il a dit Adesanya n'a pas d'affaire à monter à 205 livres contre Jan Blachowicz. Il devrait faire le ménage de sa propre division avant et tout ça. Ça ne va pas arriver. Mais je suis d'accord. Je pense que Costa, Vettori, les gens vont être acheteurs. Et c'est une suite logique, même si Costa revient d'une défaite, mais c'est une défaite en championnat.
Donc, je serais pas surpris que ce soit ça la suite. Pour Hermansson, en plus, Ben, il revient d'une défaite qui a très mal paru. Ouais. Puis c'est sûr que lui, le prochain combat, là, il va vouloir éclater le gars qui est en avant de lui, là, pour prouver que c'est juste une erreur de parcours. Fait inquiète-toi pas qu'il va arriver prêt, même s'il revient d'une défaite. Je pense que c'est le combat à faire pour moi. Ouais, je voudrais pas être le gars qui affronte Paulo Costa quand Paulo Costa a le couteau entre les dents puis il veut éclater justement, comme tu dis, son adversaire parce qu'il fait peur, on va se le dire. Hermansson, Pat, pour finir sur ce combat-là, lui, c'est une défaite qui fait très mal. Ça fait penser un peu à sa défaite contre Cannonier. Là. Il était peut-être à un combat du combat pour le titre. Même chose là, ça va le faire reculer. Est-ce qu'il est condamné à ce stade-là de sa carrière à être un gatekeeper? Là? Ben là, c'est dur à dire parce qu'il était classé 4e. C'est pas comme on va reparler de Vincent un petit peu plus tard. Là, mais je pense pas que c'est un gatekeeper. Cannonier, il était classé en avant de lui, puis il a voulu y aller, puis Cannonier, c'est quand même. Cannonier, c'est un autre qu'on n'entend pas parler, mais c'est un excellent combattant, très, très solide. Là, je pense que faut pas trop jeter la pierre à Hermansson, il faut donner vraiment le crédit à Vettori, parce qu'il a fait un combat parfait, puis il est arrivé là, puis il avait l'opportunité, on lui a donné une opportunité de feu là, d'affronter le gars qui était dans le top 5 mondial. Puis il a pris son opportunité, puis il est arrivé là, puis il a fait la job. Fait, je ne veux pas trop lancer la pierre à Hermansson, même s'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans ce combat-là, puis il va regarder le combat, puis je suis sûr qu'il va apprendre des tonnes d'affaires dans cette défaite-là. C'est plate, là, mais tu apprends plus d'une défaite que d'une victoire. Là. C'est pas mal la phrase la pire que tu peux dire à un combattant, mais c'est la réalité. Puis surtout dans ce combat-là, il va s'apercevoir que sa finition des amenés au sol est à travailler énormément. Parce que des fois, c'était juste des éléments techniques puis des affaires de base qu'on apprend qu'il n'a pas effectué pour réussir à l'amener au sol. Parlons-en de Ovince St. Preux contre Jamal Hill. C'était la demi-finale du gala de samedi. Bon, lui, c'en est un gatekeeper, le fameux Ovince St. Preux, le fameux gars que les espoirs doivent passer à travers pour atteindre le prochain niveau. Il s'est déjà battu pour le titre, mais à ce stade-ci de sa carrière, on dirait qu'il n'a pas la même motivation. On dirait qu'une fois sur deux, il ne va pas se présenter. Il a beaucoup de talent, il a de la puissance, il est capable de faire de belles choses, mais on a vu là, que j'ai tellement trouvé lent, Pat, contre Jamal Hill. On dirait que Hill, là, c'était pas de la boxe de haut niveau. Là. On voyait ses coups arriver de loin, puis OSP n'était pas capable de bouger. Là. Mais il a toujours été comme ça, OSP. Tout le temps. C'est juste que c'est un gars c'est un combattant qui est passif, qui est très opportuniste sur les erreurs de ses adversaires. Si ton adversaire ne fait pas d'erreur, c'est sûr qu'il va se faire exposer. Tu sais, des étranglements Von Flou, là, ça part d'une erreur grave de ton adversaire qui te tient la tête, qui n'était pas supposé parce que tu te défends comme il faut. Tu es supposé tout lâcher dans ce temps-là. Mais ça vient d'une erreur. Les KO qu'il a passés, c'était souvent en contre-attaque. Il reculait, puis il lançait un grand crochet, puis il passait dans le corps de ses adversaires. Tu sais, rarement tu l'as vu en étant un combattant actif, agressif et dominer ses adversaires. Ça a toujours été comme ça. C'est un combattant qui est passif, qui est lent, puis qui attend. Puis c'est comme ça. C'est autre que là. Tu sais, la nouvelle génération qui arrive, comme Jamal Hill, qui est invaincu en 9 combats maintenant, tu sais, les gars, ils connaissent son style aussi. Puis, tu sais, de moins en moins, les gars, ils vont aller chercher le double jambe puis essayer d'amener le combat au sol de peur de se faire pogner justement en guillotine ou en vente floue s'ils se font renverser. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu réussisses à te réinventer dans ce sport-là. Puis des vétérans comme ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que c'est difficile de se réinventer, d'aller chercher un nouveau style, un nouveau jeu de jambes, être plus dynamique. C'est tout abattu de même. Puis il y a eu du succès quand même. Fait que moi, je ne suis pas surpris de la performance de Vincent Preux parce que c'est tout le temps comme ça. Mais c'est juste qu'il est très opportuniste. Mais si tu ne fais pas d'erreur, comme Jamal Hill a fait, il était très, très concentré dans son combat. Puis on croit beaucoup à Jamal Hill. On lui a donné quand même un gars c'était son 40e combat en MMA. Là. On voulait voir qu'est-ce qu'il en était. Puis tu parlais du gatekeeper. C'est exactement la job qu'il a fait ce soir-là à Vincent Preux. Vincent Preux qui était quand même 15e, donc un adversaire du top 15 pour un gars qui en était à son 3e combat officiel à l'UFC, si je ne me trompe pas.
un produit de Dana White Contender Series. Tu l'as dit, là, 9 victoires, aucune défaite. Mais est-ce que Jamal Hill, c'est le futur de cette division-là? Comme je te dis, j'ai pas été impressionné parce que j'ai pas trouvé ses mains ultra rapides. Je l'ai pas trouvé ultra précis. Je l'ai pas trouvé chirurgical. Même s'il l'a remporté facilement par KO au deuxième round, Jamal Hill, j'ai pas trouvé il m'a pas prouvé qu'il pouvait être un danger là, à 205 livres contre des Blachowicz, contre des gars comme ça. Mais de un, c'est pas un très gros 205 livres. Là. Je pense que c'est peut-être avantage à descendre à 185 parce que tu l'as vu à côté d'Austin Proulx, là, où je comprends que c'est un gros bonhomme, mais tous les gars à 205 livres aujourd'hui, c'est des gros bonhommes. Là. Fait que, je sais pas ça va être quoi le futur, mais le gars est invaincu. Fait que, il y a une espèce d'aura d'invincibilité et de la confiance aussi. Moi, ce que j'ai aimé dans son jeu, par exemple, c'est qu'il a clairement très, très bien écouté ses hommes de coin entre le premier et le deuxième round. On lui a dit de couper l'angle vers la droite et de travailler avec son overhand plus. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ça qui est parti de balle. C'est l'overhand qui a touché la cible. Après ça, il a été précis, il a passé 2 droites après. Et je veux dire aussi, on en parle souvent là, contre les arbitres, mais dans ce combat-là, l'arbitre a fait un travail parfait. Semple est encore debout. Il n'est pas obligé de tomber en pleine face, face-plant, puis qu'il soit knock-out pour que le combat soit arrêté. Il était débordé, l'arbitre est là pour protéger le combattant, et c'est exactement ça qu'il a fait. Et je trouve que quand ils font une job de merde, on le dit, mais quand ils font une bonne job, il faut le dire aussi. Dans ce combat-là, il l'a bien fait. Entièrement d'accord avec toi. Il était très près de l'action, il surveillait. Il a donné les chances à St. Preux de revenir, de se défendre, de contre-attaquer. Ce qui n'arrivait pas, ultimement, effectivement, je suis d'accord avec toi, là, chapeau à l'arbitre. Je pense que c'était Herzog, Jason Herzog, qui était d'office pour ce combat-là. Donc, bon point. Faut le dire, c'est vrai, quand ils font du bon travail. C'est une carte. Parce que là, on va parler de Chris Lee tantôt. Fait que, on dit que les arbitres ont fait un bon job, mais là, on va lancer le pot de fleurs là, maintenant. Chris Lee va payer pour toutes les autres. Exact. C'est une carte qui a été amputée de 3 combats à la dernière minute. Là. Il y avait juste 8 combats. On est habitué à quoi? 11 ou 12. Là. 2 qui ont été annulés à cause de la COVID, 1 à cause d'une blessure de dernière minute ou une maladie. Là, mais ça a donné quand même un bon spectacle parce que il y a eu le combat de la soirée, ça a été une décision, Vettori contre Hermansson, un excellent combat. La demi-finale, ça a été un KO. Après ça, il y a eu un gros KO de Gabriel Benitez contre Justin James avec un coup de genou. La grosse projection de Justin Leavitt, ça, c'est impressionnant. Je pense pas qu'on avait vu ça depuis Jessica Andrade contre Rose Namajunas. Là, un KO sur une projection. Ouais. Là. Puis Matt Wyman s'est fait clairer aujourd'hui aussi. Là. Je veux dire, il était revenu. Il était coupé. Il était 5 ans out de 2014 à 2019. Puis 3 défaites de suite. Là. Fait que, il n'a pas été capable de suivre l'évolution de ce sport-là, je pense. C'est sûr qu'en 22 secondes, c'est cruel de perdre comme ça, mais il reste que c'était pas un slam chanceux. Il a placé son bras. Puis il y en a qui disaient, OK, là-dessus, là, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Ils disent, mais il est tombé sur la tête. On devrait-tu éliminer ces slams-là ou interdire ces slams-là parce que c'est la tête à toucher au sol? L'impact n'est pas pire que c'est un coup de poing sur la tête. On s'entend? Et la chose importante qu'il faut dire, c'est que c'est à Matt Wyman de se défendre contre l'amener au sol, contre la projection. Il a décidé de garder la prise comme un monkey, un peu un singe autour. Là. Puis c'est lui qui a décidé de rester là. Fait qu'il a accepté de se faire slammer. Dans ce cas-là, un peu comme Rose Namajunas s'est fait avec Jessica Andrade, elle a décidé de garder le Kimura. Jessica Andrade, elle l'a levé puis elle l'a slamé sur le côté de la tête. Mais c'est au combattant de la responsabilité de se défendre. Si on parle de marteau-pilon, c'est différent. Ça, c'est interdit parce que tu peux paralyser le gars directement sur la tête. Mais là, ça, c'est exactement le même impact que s'il y avait reçu un coup de poing sur la tempe. C'est la même chose. C'est sûr que ça a l'air un petit peu plus brutal parce que c'est un gros slam à terre puis la tête touche à terre, mais je veux dire, c'est ça, c'est un sport de contact. Puis tu vas en avoir des choses comme ça. Mais au bout de la ligne, c'est à Matt Wyman de se défendre contre le slam. Quand tu dis marteau-pilon, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit... On parle souvent de 12-6 là, et de faire en sorte que ce soit une projection 12-6 et que ce soit vraiment la tête qui touche en premier. Ça, c'est interdit. Hein?
Exact, sur le dessus de la tête. Là. Fait que dans le fond, on appelle ça un spike. Donc, les pieds sont dans les airs et la tête directement comme ça. Fait que, ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que je me rappelle tout ce qui est en rotation, tu as le droit de le faire. Si, comme Namajunas, si elle garde la soumission, puis tu réussis, ben c'est à Namajunas à lâcher la soumission et de se défendre contre le slam. Fait que, c'est ça aussi, mais c'est ça. Oui. Ce que j'allais dire, Namajunas, je me rappelle que ça avait fait un gros débat parce que c'est ce qui se rapprochait un petit peu plus du marteau pilon parce que justement, c'est vraiment sa tête qui a touché le canevas, le sol en premier, tout ça. Puis à vitesse réelle, ça va vite. Tu te dis, est-ce que c'était un marteau pilon, tout ça? Mais tu voyais bien à la reprise qu'effectivement, il y avait une rotation de côté. C'est juste vraiment la position de Namajunas qui faisait en sorte que c'est sa tête, sa tente qui a touché en premier. Donc, tout ça pour dire que Matt Wiman qui a été coupé aujourd'hui. Donc, il a fait qu'il a fait mal dans les deux sens du terme pour lui. Ouais, tu sais, Ben, on va avoir de plus en plus là, des combattants qui vont se faire couper. Là. Dana White a dit que c'était juste le début, qu'il voulait couper une 60aine de combattants dans l'avenir rapproché. Fait que, il y a des combattants qu'on connaît qui sont près de chez nous, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour eux autres. Non, on va en parler à la fin de l'émission. On va faire le tour de l'actualité parce que effectivement, ça fait jaser. Puis on a eu beaucoup de questions là-dessus de la part du public. Là. J'ai hâte de t'entendre à savoir peut-être des noms là, qui pourraient voir leur carrière à l'UFC prendre fin plus dans un avenir rapproché. On va finir le résumé de samedi avec cette fameuse controverse l'entourant Chris Lee, le juge qui a été le juge dissident dans un combat à sens unique entre Roman Dolidze et John Allen. Encore une fois, ça n'a pas coûté la victoire à celui qui la méritait, mais au lieu d'une victoire unanime, c'est une décision partagée, une victoire par décision partagée. Et Chris Lee, c'est encore le même. Et là, je l'ai retrouvé la statistique, là, ça fait, depuis 2020, ça fait maintenant 8 fois qu'il est le juge dissident dans une décision partagée. Les deux autres juges ont vu le combat en 11 présences. C'est ça. Oui, que ce soit à l'UFC ou au Bellator, en 11 combats à la décision, 8 fois a été le seul juge contre les deux autres juges. Ce gars-là est dangereux. Il est dangereux. Il peut briser des carrières. Il peut briser... je veux dire, il peut... La différence entre une victoire et une défaite, là, c'est pas seulement la victoire, c'est monétaire aussi. C'est un avancement dans les classements. Si ce gars-là ne connaît pas le sport, si c'est pas... comprendre c'est quoi les amener au sol, c'est quoi les... S'il ne connaît pas le sport, il n'y a pas d'affaire là. Et c'est tellement difficile de sortir un juge ou un arbitre parce que ça appartient à la commission athlétique. Donc, il y a seulement la commission athlétique du Nevada qui peut le sortir de là. Fait que je ne sais pas comment ça marche. Ça marche avec des plaintes, ça marche avec aucune idée. Mais ce gars-là est dangereux. Il ne devrait plus jamais juger un combat. C'est horrible. 8 en 11, comme tu dis, il n'y a vraiment pas une bonne moyenne au bâton. Et souvent, c'est complètement farfelu. Là. La dernière fois, c'était Felder. Même Felder, il y a peut-être un mois. Même Felder en anglais. À la fin, quand on a eu le score, même Felder a dit on dirait que je revis encore la même affaire qui m'avait donné le combat, que ça n'avait pas maudit de bon sens. T'sais. Même lui, il l'a dit. Il était commentateur en anglais. Là, même lui, il l'a dit que ça n'avait pas de bon sens, que même Chris Lee, il avait donné le combat à, je pense, 46-45 ou je ne sais pas trop, mais ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'est dommage. Puis, Ben, il n'y a aucun combattant qui veut se rendre à la décision. Tout le monde veut finir avant. Mais à un moment donné, ça arrive, tu te rends à la décision, mais au moins, tu veux te faire juger par du monde compétent. Clairement, lui, il ne l'est pas. Non, effectivement. Et là, je lisais un petit peu là-dessus. Effectivement, c'est un peu nébuleux comment ça fonctionne. Il y a des gens qui disaient qu'il faut que Bob Bennett, qui est le président, le directeur, en fait, de la commission athlétique du Nevada, mette son pied à terre, rencontre Chris Lee, à tout le moins fasse des évaluations périodiques, puis qui demande à Chris Lee de lui expliquer pourquoi tu as jugé le combat de certaine façon-là. C'est quoi tes arguments? Si les arguments ont du bon sens, alors, en regardant la vidéo par après, puis on dit « OK, oui, je peux comprendre. » OK, mais tu sais, là, dans la plupart des cas qui nous occupent, il n'y a aucun argument en faveur de Chris Lee. Mais tu sais, s'il n'y a pas de suivi qui est fait, puis ce gars-là ne se fait jamais révoquer sa licence, on a beau, les partisans ont beau chialer, Dana White a beau crier au micro, puis les fighters ont beau chialer sur les médias sociaux.
s'il n'y a pas de plainte formelle qui est faite, puis si le directeur de la commission ne fait pas sa job non plus, ben, ce gars-là ne verra jamais sa licence être révoquée. T'sais. Fait que là, il faut vraiment que quelqu'un s'assoie, étudie le dossier de Chris Lee. Puis il y avait le point aussi que je trouvais intéressant, c'est que là, à cause de la COVID, ça met en lumière encore plus ses erreurs parce que on y va. Tous les combats, tous les galas sont présentés au Nevada, semaine après semaine. Donc, ce sont les juges du Nevada. Normalement, il y en a un au Nevada. On part un mois ailleurs sur la route. C'est d'autres juges dans d'autres villes, dans d'autres États. On a le temps d'oublier un petit peu le juge pas bon, le mauvais, qui rend des mauvaises décisions. Puis là, tu le revois un mois et demi plus tard, puis là, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, il était chaudron, lui aussi. » Puis là, j'espère qu'il, tu sais... Ben là, c'est semaine après semaine après semaine, puis là, il est toujours là, puis il rend toujours des mauvaises décisions. Fait que là, ça paraît encore plus. Là. Tu sais, Ben, là, l'espèce de demande de est-ce qu'on devrait mettre le score public après chaque round? Il y a deux affaires là-dedans. La réponse, présentement, on pourrait le faire parce qu'il n'y a pas de foule. S'il y a une foule, tu ne peux pas faire ça. Pour deux raisons. Parce que si la foule. Mettons Chris Lee, là, OK, il a donné les 2 premiers rounds à un combattant, puis les 2 autres juges ont donné 2 autres rounds, les 2 premiers rounds à l'autre combattant. Chris Lee va se faire crier après, va se faire intimider, ça peut devenir dangereux parce qu'il y a du monde qui a. Exact, mais ça peut devenir dangereux pour sa vie aussi, parce qu'il y a du monde qui bête là, de la grosse argent là-dessus aussi. Fait que, si c'est à cause de lui, tu sais, mettons, t'as betté, OK, mettons, t'as betté, je sais pas moi, 10 000 $ sur une décision partagée pour lui qui a gagné. Là, tu gagnes là, à cause que lui a fait une mauvaise job. Tu es content, là. Mais si tu l'as perdu ton 10 000 $ parce que c'est une décision unanime, puis tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens, puis tu es dans la foule, puis tu vois les scores, là, hey, ça tente-tu de donner une claque en arrière de la tête? Puis tu sais, veux pas, c'est ça qui va arriver. Fait que tu peux pas mettre le score public quand il y a une foule parce que ça va dégénérer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, peut-être qu'on pourrait le donner aux hommes de coin. On pourrait le donner au coin, mais je pense que le mettre public, quand il y a une foule, ça ne peut pas marcher. Là. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est des bons points. C'est intéressant, c'est un débat, le open scoring, là, les rendre public les scores. On a commencé à le faire en boxe amateur. On fait des expérimentations et tout ça, mais ça enlève un certain côté aussi au sport que tu te dis, ben, si t'es dans ton coin et tu n'es pas sûr, ben, si tu le sais que tu es complètement en avance, ben, ça fait en sorte que dans le 3e, 4e, 5e round, tu vas mettre la pédale douce, le spectacle va en souffrir, alors que si tu n'es pas sûr, ben, tu es la pédale au plancher tout le temps. Il y a plein d'arguments. C'est intéressant. On pourra avoir le débat à un moment donné, mais en tout cas, Chris Lee, lui, se fait pas d'amis. J'ai hâte de voir s'il va y avoir quelque chose de fait avec lui parce que ça commence à faire beaucoup de fois. Puis, c'est plate parce que nous, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Toi et Jean-Paul, durant la soirée, vous êtes obligés d'en parler. Nous, on est au podcast. 3 jours plus tard, on est obligés d'en parler. Je veux dire, on préférerait parler des performances des athlètes que des performances des juges. UFC 256, Pat. Une belle carte. On a parlé un petit peu la semaine passée de la finale de Vicente Figueiredo contre Brandon Moreno. Ces deux gars-là se battent pour la 2e fois en 3 semaines, pas un contre l'autre, mais les deux sont battus à l'UFC 255 il y a 3 semaines. Remonte dans l'octogone cette semaine pour la finale. Figueiredo qui va tenter une autre défense de titre chez les poids mouches. Moreno qui va tenter de devenir le premier champion mexicain. Ça, c'est quand même assez intéressant. Le Mexique a une belle tradition de sport de combat, surtout la boxe, mais un premier champion mexicain à l'UFC, ça serait également intéressant. Est-ce que Moreno a des chances contre le champion? Moi, je pense que oui. Moi, Moreno, je l'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi on l'a mis dehors à un moment donné. Tu avais fait un combat ailleurs, puis il est revenu, puis là, il se bat pour le championnat du monde. On l'a pas compris. Personne n'a compris cette décision-là. Puis tu parlais, le premier champion mexicain, c'est pas Cain Velasquez. Non, Cain Velasquez a été le premier champion latino-américain des poids lourds dans un sport de combat. Il n'a pas été le premier champion mexicain. Donc, Moreno va être le premier Mexicain à devenir champion s'il gagne. Il va en avoir plein les bras. Reste à voir. Moi, je pense que c'est 2 coupes de poids quand même assez rapides. Ça va avantager Moreno parce que Figueiredo a déjà eu des problèmes de coupe de poids. Et il a dit qu'au Fight Day, Figueiredo, à son dernier combat, il était à 142 livres. C'est énorme, là. Des petits poids comme ça, il s'est pesé à 125 livres, et le lendemain, il est à 142, 143 livres. C'est un gros bonhomme, mais quelle performance des deux combattants. Puis moi, ce que j'ai aimé surtout de Moreno, c'est qu'il fallait qu'il fasse un statement parce que je ne sais pas si vous savez, hein, mais vous vous rappelez, mais
c'était pas Perez qui était supposé se battre contre Figueiredo, c'était Cody Garbrandt. Puis Garbrandt, à son premier combat à 125 livres, passait devant tout le monde pour un combat de championnat du monde. Et ça n'a pas fait plaisir. Ça n'a pas fait plaisir aux combattants, surtout pas à Moreno qui était classé numéro 1. Là, il est allé battre son adversaire, pas à peu près. Il a prouvé qu'il méritait un combat de championnat du monde. Là, vous allez me dire, ouais, mais Garbrandt ne peut pas revenir avant mars parce qu'il est blessé. Peu importe. Moreno avait un statement à faire, il l'a fait. Il a gagné sa place et on parlait, il y a un an, Ben, on parlait de cette division-là qui était malade, probablement qu'elle allait disparaître. Présentement, là, ça fait 2 galas de suite qu'on les met en finale et on a hâte maintenant de voir un combat de 125 livres entre ces 2 combattants-là. Je pense pas qu'il y a personne qui n'a pas hâte parce qu'on a comme. Tout le monde s'est comme mis dans le même bateau, les combattants des 125 livres, et on a décidé de. OK, on va prendre la responsabilité que cette division-là ne va pas s'effacer, ne va pas disparaître, et on va en donner encore plus. Et depuis ce temps-là, ça donne des combats extraordinaires. Puis Figueiredo, il est solide. Là. Il est bon, il est complet, il frappe solide. C'est un gars qui termine ses combats, ses adversaires aussi. C'est ce qu'on manquait un peu avec Demetrius Johnson, même si c'était le plus athlétique, le plus talentueux. Puis c'était souvent des décisions. Et ça, ben, c'est plate, mais c'est ça. Le monde ne paye pas pour des décisions. Le monde paye pour des finitions. Figueiredo, lui, c'est ce qu'il fait. Et c'est intéressant parce que je pense pas que c'est arrivé souvent. Il faudrait faire la recherche. Le championnat des poids mouches en finale de 2 galas pay-per-view consécutifs, d'une part. Non. Et le même gars qui fait la finale de 2 galas pay-per-view consécutifs, Figueiredo, ça ne doit pas être arrivé souvent non plus. Depuis qu'on est en format depuis qu'on n'est plus les tournois, là, c'est sûr qu'au début, Royce Gracie, Ken Shamrock se battaient dans des pay-per-view consécutifs et tout ça, ils se rendaient en finale. Mais depuis qu'on a le format actuel, je pense pas que c'est déjà arrivé qu'un même combattant a fait la finale de 2 galas pay-per-view consécutifs. Là. Surtout le dernier pay-per-view de l'année. On met tout le temps des poids lourds, le dernier pay-per-view de l'année. Tout le temps. Depuis des années, le dernier pay-per-view de l'année, en finale, c'est des poids lourds. Je me souviens pas c'est quand la dernière fois que c'était pas des poids lourds. Fait que, tu sais, déjà là, on voit que et c'est sûr que ce gars-là, il a perdu des plumes. Encore une fois, le COVID, les blessures, des choses comme ça. Mais écoute, il faut lever notre chapeau. Là. Ces gars-là, là, ils vont se battre pour une deuxième fois en 3 semaines. Écoute, c'est quelque chose. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là pour eux. Figueiredo, 5 victoires de suite, 4 avant la limite. Brandon Moreno, pardon. 5 combats de suite sans défaite. 4 victoires, 1 nulle. Il a 3 victoires de suite également, donc ça promet. Et parlant de combat qui promet, la demi-finale. Moi, c'est le combat que j'ai le plus hâte de voir. La demi-finale, Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Ferguson classé 4e chez les légers, Oliveira 7e. Mais quel match parfait au niveau des styles, Pat. 2 gars ultra créatifs. Ferguson, surtout au niveau du combat debout. Oliveira s'est beaucoup amélioré au niveau du combat debout, mais créatif au niveau du grappling, de ses soumissions. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Oui, plusieurs choses à dire sur ce combat-là. Premièrement, Ferguson a dit que si Oliveira manquait la pesée de 1 livre, il n'allait pas se battre contre lui parce que Oliveira a déjà eu des problèmes avec la pesée auparavant. Deuxièmement, moi, j'ai bien peur que Justin Gaethje ait brisé Ferguson. J'ai bien peur. Mentalement, il y a ça. Troisièmement, Ferguson là, il a dominé ses adversaires pendant des années à cause qu'il a un style complètement fucké. Il a un style que personne ne se bat contre lui, fait que c'est difficile de s'ajuster. Maintenant, tout le monde connaît Tony Ferguson, ils savent à quoi s'attendre, et on l'a vu, là, Gaethje, là, lui, il ne s'est pas laissé impressionner, il est rentré dedans, pas à peu près, puis il dit « OK, vas-y, bouge comme tu veux », mais on finit par te clipper à un moment donné. C'est sûr que c'est le style de Gaethje, mais le style de maintenant, le style de Ferguson surprend plus personne. On sait tout comment il est. Fait que moi, dans ce combat-là, je vais favoriser Charles Oliveira parce qu'il est sur une bonne séquence. Je pense qu'il est rendu à ce combat-là et ça va être ce combat-là qui va le faire briller, je pense. Pas que j'ai rien contre Ferguson, mais je pense qu'il s'est fait briser mentalement contre Gaethje. On va voir comment effectivement Ferguson va réagir parce que la défaite contre Gaethje, une dure défaite, n'a jamais vraiment été dans le combat, s'est fait dominer, on va se le dire, mais ça mettait fin à une séquence de 12 victoires quand même. Donc, il est 12-1 à ses 13 derniers combats, Ferguson, mais la dernière défaite, hâte de voir effectivement si elle a fait mal.
parlant de séquence, Oliveira, 7 victoires consécutives, 7 victoires avant la limite. Exact. Ouais. Donc, il est sur une séquence incroyable. Il a le record de l'UFC pour le nombre de victoires avant, par soumission avec 14. Ouais. Égalité pour le nombre de victoires avant la limite avec Donald Cerrone. Et son taux de finition est spectaculaire. Ça, c'est un autre record de l'UFC. Il a 17 victoires à l'UFC, 16 avant la limite. Donc, un taux de finition tout simplement dans le tapis, dans le plafond. Donc, est-ce que tu le vois, Oliveira, réussir à s'imposer debout ou va falloir qu'il aille au sol pour venir à bout de Ferguson, Pat? Ben, moi, je pense que même debout, il peut le dominer. On l'a vu dans ses derniers combats. Il s'est tellement amélioré au niveau de sa boxe. Il travaille bien. Il boxe en ligne droite. Je veux dire, c'est qu'il boxe droit. Il n'est pas trop wild. Il a une boxe propre maintenant. Donc, moi, j'aime beaucoup Charles Oliveira. J'aime son style. Tu parlais qu'il était créatif. C'est ce que j'aime aussi. Et 7 victoires de suite, il les a terminées 7. Là. Dis-toi que sa confiance est dans le tapis. Et ça a pris du temps avant qu'on lui donne un peu de respect, Charles Oliveira. Aussi parce qu'il a manqué à peser une couple de fois aussi. Fait que ça l'a comme fait mettre un peu en retrait parce que les dirigeants de l'UFC dans la voie n'étaient pas contents. Mais je pense qu'il faut regarder les faits. Les faits, qu'est-ce qu'ils sont, là? Il a terminé ses 7 derniers combats dans une séquence de feu. Et je pense qu'il va amener ça à 8 face à Ferguson. Et c'est un gars qui est là, il n'est pas très vieux, mais on l'a vu grandir à l'UFC. C'est un vétéran de l'UFC, même s'il n'est pas très vieux. Ça me fait un petit peu penser à Max Holloway. C'est des gars qu'on a vu grandir. On l'a vu avec son style. Oliveira a subi des dures défaites quand même, parce que lui, c'est all-in. Il va pour le finish, mais des fois, ça ne va pas de son côté. Ça donne toujours des combats excitants. Et c'est le fun, effectivement, de voir qu'après toutes ces années-là, il réussit à avoir le respect de ses patrons, le respect des amateurs aussi. Et c'est pas une super vedette encore, mais s'il obtient un combat de championnat à 155 livres, la division la plus où il y a le plus de profondeur, où il y a le plus de talent dans l'UFC, ça va être tout un accomplissement. Puis il pourrait vraiment devenir une superstar quand même, juste avec son style. Là. Écoute, cette division de poids-là est incroyable. Présentement, le 155 livres, on parle de ce combat-là qui est super important. On va avoir McGregor contre Poirier. Et il y a toujours le Joker caché quelque part de Chandler. On ne sait pas ce qui va arriver avec. Mais, on va dire de quoi, je pense que tout le monde est prêt à voir Gage contre Michael Chandler. Écoute, c'est débile. Fait que cette division de poids-là, présentement, les poids légers là, est fantastique présentement. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans un avenir approché. Et puis samedi, il va y avoir d'autres bons combats. Bon, ceux que j'ai retenus, le Renato Moicano contre Rafael Fiziev, Kevin Holland contre Jacare Souza. Mais je veux qu'on parle peut-être quelques minutes de Junior Dos Santos contre Cyril Gane, le Français Cyril Gane, qui, selon moi, on en a souvent parlé au podcast, et puis c'est pas un parti pris parce qu'on l'a vu se battre au Québec, puis on l'a un petit peu découvert, entre guillemets, ici chez nous, mais tu sais, selon moi, c'est la nouvelle garde des poids lourds. C'est un gars qui n'a pas juste 2 gros coups de poing, il n'a pas juste la roche d'un gant. Il est complet, il a un jeu de pied incroyable, il y a une souplesse, il y a une agilité qui est. C'est ça, il est léger sur ses pieds pour un poids lourd. T'sais. Je ne sais pas s'il va devenir champion un jour, je ne sais pas s'il va être capable d'arriver contre un Ngannou, avoir le menton pour toffer, pour rester debout contre ces gars-là, mais tellement un beau combattant. Puis s'il était capable de battre Junior Dos Santos, qui est un ancien champion, qui est un gros nom, ça serait fou, là. Et tout le monde me parlait de ce combat-là, disait hey, c'est un gros test pour Gane. Hein? Moi, j'avais complètement le contraire. C'est un gros test pour Dos Santos. Pour savoir s'il est encore dans la game, il va se battre contre la nouvelle garde, la nouvelle génération des poids lourds. Il va-tu être capable de suivre le rythme d'un gars qui est extrêmement agile, qui est complet, qui est in and out, qui est rapide, qui est léger sur ses jambes? C'est la nouvelle génération, les poids lourds. C'est plus des gros bonhommes qui sont moins en forme, qui ont juste une claque, puis ça se termine là. Tu sais, ceux qui dominent là, présentement. Moi, puis encore une fois, je vais dire, moi aussi, c'est pas un parti pris. Là. Puis j'adore Junior Dos Santos. Puis je suis peut-être dans le champ, là. Mais moi, je pense que ça va être un easy win pour Cyril Gane. Vraiment. Parce que, tu sais, Dos Santos, lui non plus, n'a pas steppé up tant que ça dans sa game dans les dernières années. Et de plus en plus tu vieillis,
moins que tu travailles en combinaison, plus tu vas pour le gros coup de circuit. Et on l'a vu dans ses derniers combats de Santos, c'est ça qu'il a fait aussi. Fait moi, écoute, je l'adore, Junior Dos Santos. C'est un gars qui est super sympathique aussi. Mais on parle de sport présentement. Là. Moi, je pense que ça va être une victoire facile pour Cyril Gane. On en est à un changement de la garde, là, probablement, chez les poids lourds. Puis, pas le dernier venu, là, Junior Dos Santos, il y a du millage. Non. Donc, hâte de voir comment il va réagir contre le jeune Gane, là, qui n'est pas si jeune que ça, mais qui en âge genre martiaux mix est un genou. Donc, ça va être intéressant à suivre. Comme d'habitude, 20h, RDS, les préliminaires, télé à la carte par la suite à 22h. Gane, ancien champion de TKO, Pat. D'un ancien champion de TKO, on va aller à un autre, un peu moins glorieux pour Marc-André Barriault, malheureusement, qui a eu sa sentence à la suite de son test antidopage échoué. Précisons qu'à ce jour, maintient son innocence. Là. Marc-André a dépoursé de l'argent, a essayé de prouver que c'était vraiment un supplément contaminé. Les traces, apparemment, n'étaient pas très élevées là, de starine, donc on peut le croire. On peut faire l'historique des événements. Okay? Là, Marc-André Barriault, 0 victoire, 3 défaites. Son dernier combat à son contrat, va contre Piocta, fait une performance incroyable, passe un knockout à Piocta au deuxième round, si je ne me trompe pas, ou quelque chose de même, mais finit le combat par KO. Après, test positif revient, test positif à l'ostarine. Puis on sort les chiffres, c'est très minime, mais il reste que ça n'est pareil. Tu comprends? Interdit. Exact, c'est interdit. Marc-André Barriault clame son innocence. Marc-André Barriault dit que c'est des suppléments contaminés. Il prend en charge de trouver le supplément qui est contaminé. Donc, se doit de débourser de l'argent pour faire les tests pour prouver son innocence. Travaille conjointement avec l'UFC, la Commission athlétique du Nevada et la USCDA. Donc, les trois ont travaillé ensemble. Et ça, il a été très clair là-dessus. Ils veulent travailler avec moi. On veut trouver ce qui est arrivé. Il a envoyé, je pense, 3 échantillons ou 4. En tout cas, il était rendu à 3 000 ou 4 000 $. C'est 1 000 $ la shot quand tu vas faire un test d'échantillon. Et là, après 4 fois ou 3 fois, peu importe, on n'a pas trouvé c'était quoi le supplément qui était contaminé. Donc, conjointement avec les organisations, on a décidé d'accepter la suspension réduite à place que c'est 2 ans. Pour la Commission athlétique du Nevada, c'est 9 mois et pour l'USCDA, c'est 6 mois. Ou c'est un des deux, mais peu importe, c'est rétroactif de son dernier combat. Donc, il peut revenir le 20 mars à la compétition. On a décidé aussi d'arrêter de dépenser de l'argent pour essayer de trouver le supplément. Et le problème aussi, c'est qu'il n'en restait plus de suppléments pour faire des échantillons non plus. Il n'y avait plus de stock. De stock, c'est drôle à dire, mais il n'y avait plus de suppléments ou de protéines qu'il avait pris pendant son entraînement. Il n'en restait plus. Fait qu'il ne pouvait plus trouver c'était lequel. Fait qu'il a décidé d'accepter la suspension. Là, il y a 2 choses qui arrivent. Il se doit de vivre avec les gérants d'estrade, que je dis tout le temps. Donc, il se doit de vivre avec l'opinion publique. Soit que tu le crois, soit que tu ne le crois pas. Donc, il doit vivre avec ça, doit vivre avec les conséquences. Maintenant, il avait signé un autre contrat de 4 combats. On lui avait donné un autre contrat de 4 combats. On se rappelle que ce n'est pas des contrats garantis. Et on en parlait tantôt avec la nouvelle qui vient de sortir, que Dana White veut couper jusqu'à 60 combattants très prochainement. C'est pas une bonne nouvelle pour Marc-André Barriault qui est 0 victoire, 3 défaites et une nulle technique. C'est sûr que ça ne regarde pas bien pour Marc-André, mais là, il ne peut plus rien contrôler. Donc là, c'est dans les mains dans les airs. Tout ce qu'il peut faire présentement, c'est s'entraîner et être prêt pour le 20 mars si on lui donne une autre chance de combattre dans l'UFC. Ouais, c'est un bon résumé. Effectivement, il a plus le contrôle. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit coupé, Pat? Je vais te demander de te mouiller, là. Si je parle rationnellement, oui. Je pense que oui. Surtout qu'il est dans une division, à 185 livres, il y en a des combattants, là. Je veux dire, c'est pas comme si on en manquait, là. Mais si je parle avec émotion, j'espère que non. Je veux dire, c'est sûr que Marc-André, c'est un ami. C'est ça. Mais en fait, c'est que sa seule victoire a été ternie par des suppléments contaminés. Ça n'a pas été prouvé.
moi, que tu le crois, que tu le crois pas, ça t'appartient, puis c'est correct. Moi, je le crois. Ça m'appartient, puis je ne vais pas partir un débat là-dessus. Mais moi, je le crois, parce que ça fait longtemps que je le connais. C'est sûr que ça regarde mal. C'est son dernier combat sur son contrat, gagne par KO. Fait plus les tests positifs. Fait que là, tu dis, je dis, tout s'enligne vers, ben oui, il en a pris parce que c'est son dernier combat, il n'avait pas le choix. Mais, je veux dire, tu as le droit de ne pas le croire, puis c'est correct aussi. Ça t'appartient, cette opinion-là, c'est personnel. C'est ça. En fait, moi, ce qui est dommage, c'est que s'il est coupé là, puis il n'a pas la chance de revenir dans l'octogone pour prouver que il n'y a pas besoin de supplément pour gagner. Parce que là, à ce jour, sa victoire, c'était comme une tonne de pression qui était enlevée sur ses épaules. Et puis soudainement, pas longtemps après, là, on rembarque avec toute cette pression-là. Cette victoire-là qui est annulée complètement. Donc, s'il était coupé, c'est comme si son parcours à l'UFC terminait tellement en queue de poisson que on peut seulement lui souhaiter de pouvoir un peu refaire son nom ou à tout le moins essayer d'aller chercher une belle performance, une victoire avant, pour pouvoir dire je quitte ma carrière avec une victoire à l'UFC. La différence entre lui, la différence entre lui et Yoel Romero, là, il n'y en a pas. C'est juste que Yoel Romero a plus de moyens pour trouver ce qui avait été contaminé. Là. Puis il s'est fait blanchir, puis c'est comme ça. Mais à un moment donné, je veux dire, les moyens de Romero et les moyens de Marc-André Barriault ne sont pas les mêmes pantoutes là, pour se défendre. C'est dommage. C'est la même chose pour John Jones quand il a testé des picogrammes, des affaires la même. Il s'est rendu en courbe et ça coûte de l'argent, ça. Mais lui, il est capable de se défendre parce qu'il y a de l'argent. Au bout de la ligne, c'est le nerf de la guerre aussi. Là, tu veux te défendre, mais si tu n'as pas d'argent pour te défendre, tu acceptes les sanctions et tu vis avec. T'sais. On en a déjà parlé au podcast. Là, quand c'était Nate Diaz, puis que le combat contre Masvidal était en jeu, puis qu'on avait trouvé des traces. Ça n'a pas été long là, qu'on était allé à l'USCDA, puis on a fait tous les tests possibles, puis qu'on a l'UFC a tout payé pour essayer de sauver sa finale. C'était une vedette. Neil Magny qui attendait pour faire ses tests depuis 6 mois, puis qu'il n'était pas battu, puis il n'y a pas eu un chèque de paye depuis ce temps-là, mais non, c'est pas une. Effectivement, c'est souvent 2 poids 2 mesures aussi pour les combattants. Et Marc-André parle de l'échelle. Tu sais, Ben, la manière que tu le parles, tu le dis comme ça, puis je veux pas défendre la UFC, là, mais la manière que tu le dis là, tu dis c'est des mange-marde pour l'UFC de faire ça, ils choisissent le combattant. Mais au bout de la. Non, je ne dis pas que tu as dit ça, mais je dis le monde peut dire ça avec ton explication, puis je serais le premier à penser ça aussi. Mais oubliez jamais que l'UFC, c'est une compagnie de spectacle. Eux sont là pour mettre le meilleur spectacle possible. Donc, s'ils peuvent sauver un événement qui va rapporter beaucoup d'argent, c'est pas le sport, le UFC, c'est la compagnie événementielle. C'est la même chose. Tu comprends? Tu sais, si le Cirque du Soleil, là, il y a son meilleur trapéziste qui se pète une jambe, puis il y a le remplaçant qui s'en pète une, je confirme qu'ils vont plus mettre de l'argent sur leur premier trapéziste pour le réparer plus vite que le remplaçant. Tu comprends? C'est la même chose. C'est des compagnies événementielles de spectacle. Donc, oui, on peut se frustrer. Oui, on peut trouver que c'est pas juste. Puis c'est vrai que c'est pas juste. Mais au bout de la ligne, ils sont pas là pour faire la justesse, eux autres. Ils sont là pour mettre le meilleur spectacle possible dans l'octogone. Puis forcer d'admettre qu'ils le font. Oui. Et puis, parler de justice. C'est comme ça dans beaucoup de sphères de la société, de la vie, dans plusieurs business. Donc, effectivement, il ne faut pas tomber en bas de notre chaise quand des trucs comme ça arrivent. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, mais c'est la nature de la business. On va finir ça, Pat, parce que là, 60 combattants, et je lisais là-dessus aussi, c'est intéressant parce que certains journalistes ont fait le calcul. En 2021, on prévoit avoir à peu près 44 événements. On se dit, bon, il n'y aura pas d'annulation autant en 2021 qu'en 2020 à cause de la COVID. On veut que chaque gars se batte entre 2 et 3 fois par année. Bref, on a besoin, grosso modo, d'à peu près 450 combattants dans l'UFC pour rouler pour pouvoir présenter des galas toutes les semaines ou 44 galas par année. Présentement, dans l'UFC, il y en a près de 700. Donc, c'est pour ça que ne faut pas se surprendre quand Dana White dit qu'il va y avoir beaucoup de coupures. On a trop de combattants. On en a besoin parce qu'on a besoin de gens. La COVID, les restrictions de voyage, tout ça. Présentement, on a besoin de gens, mais à un moment donné, il va falloir délester. Là, on a déjà vu Yoel Romero, il y a eu Rachel Ostovich, il y a eu, tu l'as dit tantôt, Matt Wyman. Ouais, mais Ostovich, on s'entend, là. C'est pas encore des coupures, là.
En bon trois défaites de québécois, suite, là. Non. En bon québécois, elle est poche. Je veux dire, elle n'a pas d'affaires Ouais, dans c'est l'UFC, là, Rachel Olson. Probablement, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que là, j'essayais de voir qui pouvait. On s'entend qu'il y a beaucoup de combattants qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui vont être coupés. C'est sûr qu'on va vouloir, par contre, laisser la chance à des jeunes. Des jeunes de Dana White Contender Series qui ont des chances de devenir des bons espoirs ou des combattants excitants. Ouais. On va leur donner la chance. Peut-être qu'on va délaisser des vétérans. Je vais te nommer des noms, dis-moi ce que tu en penses. Okay. Leon Edwards. Ben, je veux dire, lui, il n'est pas chanceux. Là. En plus, il allait se battre contre Chimaev. Puis là, il a pogné le COVID. Encore une fois, il ne peut pas se battre. Je pense pas. Je pense plus que Leon Edwards va peut-être se tanner puis de demander de se faire libérer de son contrat, qu'on va le mettre dehors. Parce qu'on garde tout le temps le contrôle quand même sur Edwards. Ça a été long avant qu'on lui donne un combat. On lui a donné Chimaev pour savoir si. Je pense qu'on voulait que Chimaev se fasse un nom sur lui, même s'il est classé 3e. Puis Leon Edwards, tout le monde s'entend que, il devrait avoir peut-être un combat de championnat du monde. Mais t'es plate. C'est ça le problème aussi. Je veux dire, les performances sportives, c'est pas juste ça maintenant, les victoires. Il faut que tu gagnes, il faut que tu aies une personnalité. C'est ça. Puis c'est plate pour Edwards, mais le sport est rendu là, puis la compagnie est rendue là, puis lui, ben, il est plate, il est beige comme le mur. C'est plate, mais c'est ça. Fait que, non, je pense pas. Mais s'il avait perdu contre Chimaev, je pense qu'on l'aurait mis dehors. OK. Donc, à suivre peut-être dans son cas. On lui a peut-être une dernière chance. Joe, sur Twitter, qui nous demandait Jorge Masvidal, qui est une méga vedette. Là. Personne ne remet ça en doute. Il est vendeur présentement, mais il est peut-être trop gourmand aux yeux de l'UFC. Moi, je pense pas que Masvidal va le couper, toi non plus. Oh non, jamais. Masvidal, c'est un des favoris de la foule. Il est vendeur. Même s'il est gourmand, on va toujours trouver une façon de s'arranger. Ça a toujours été ça. Puis là, il y a une rumeur contre, je pense que c'est au mois de février, au mois de mars, là, il y a aussi 258 qu'il se battrait contre Covington. Donc, puis il y avait une autre rumeur aussi que ces deux-là allaient être le coach de la nouvelle saison de l'Ultime Combattant aussi. Fait que, tu sais, on s'en départira pas, le Masvidal. Puis, tu sais, question d'argent, là, ils en ont de l'argent. C'est pas. Le UFC s'en fout de dépenser de l'argent pour un combattant s'ils savent qu'ils vont revoir leur argent. Masvidal est super vendeur, puis c'est un favori de la foule, puis maintenant, il est très, 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 très populaire. Fait que non, ils le mettront pas là. Cowboy Cerrone. Non, ben, je pense pas, mais je pense pas qu'on va lui redonner un autre contrat, par exemple. On va peut-être le laisser finir son contrat, puis ça va être terminé. Je pense qu'on a trop de respect pour Cerrone pour le mettre dehors. Il a trop rendu des bons services à l'organisation puis, aussi. Si à un moment donné, on y pense, on va s'asseoir avec lui, puis on va avoir une bonne discussion pour savoir qu'est-ce qu'il y en est là, puis qu'est-ce qui se passe. Peut-être une plus facile. Felicia Spencer et toute la division des poids plumes féminins. Je pense qu'ils sont 5. Enlève Amanda Nunes, là, qui est la championne. Là. Je pense qu'ils sont 4 ou 5 filles. Là. Spencer, la Canadienne, et quelques autres. Megan Anderson, entre autres. Est-ce que ce serait le temps, ce serait le moment de dire c'est assez? Oui, parce que le bassin n'est pas extraordinaire. En plus, Amanda Nunes parle d'une retraite imminente, très, très bientôt. Donc, si Amanda Nunes n'est plus là à 145 livres, je ne veux rien enlever à Felicia Spencer et Megan Anderson, mais je veux dire, tu ne mettras jamais ça en finale. L'autre affaire, par exemple, c'est qu'il y en a une qui s'en vient, par exemple. Là, je comprends qu'elle est avec PFL, là, mais elle s'est battue à Invicta le mois dernier. Puis elle a complètement démoli son adversaire. À son premier combat à 145 livres, c'est Kayla Harrison. Kayla Harrison, qui s'est battue avec Invicta. Invicta, c'est souvent le tremplin pour aller à l'UFC. Kayla Harrison, pour vrai, honnêtement, là, moi, je pense qu'elle pourrait battre Amanda Nunes aujourd'hui. Là. C'est une machine. 2 fois championne olympique en judo. Elle est violente. Et sérieusement, là, je pense qu'elle battrait une coupe de gars aussi. Là. Elle est violente, ça n'a pas d'allure, honnêtement. Là. Mais là, on parle. Là, elle s'en vient à 145 livres. C'est son premier combat. Elle se bat à 155 à PFL. Bon, mais est-ce que ça va être assez pour garder cette division poids-là vivante? Je ne sais pas. Si Amanda Nunes n'est plus là,
vois pas pourquoi on garderait cette division de poids-là ouverte. Ouais, mais puis tu sais, est-ce que quand tu gagnes un tournoi de PFL, c'est $1 million dans tes poches quand même. Elle l'a déjà gagné. Elle l'a déjà gagné. Elle peut le gagner à toutes les années. À t'entendre parler d'elle, elle n'aura pas de compétition là, dans les prochaines années. Fait qu'elle peut le gagner en 2021, en 2022, en 2023. Est-ce que l'UFC va être capable de payer, va vouloir payer pour l'attirer? Parce qu'il n'y a pas beaucoup des combattants qui font $1 million par combat à l'UFC là, en bourse. Ouais, exact. Mais ça fait $1 million si elle gagne le tournoi, mais c'est comme une marche dans le parc, là, on s'entend, là, mais... Ça fait $1 million peut-être pour 4 combats, mettons, par année. Fait que, en moyenne, 250 000 par sortie. À suivre, en tout cas, mais parce que, il y a une soixantaine de personnes qui vont être coupées, selon le président, encore une fois, d'ici 2021, ou en tout cas, d'ici la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Donc, est-ce qu'il risque d'avoir d'autres gros noms à part Yoel Romero? Intéressant, en tout cas, il y en a qui vont parler de Woodley, Tyron Woodley. 38 ans quand même, Tyron Woodley, j'ai regardé aussi, puis ça n'a jamais été la joie là, entre l'organisation et lui. Là. Sauf l'avantage de Tyron Woodley, c'est qu'il est dans une même équipe qu'il y a plusieurs combattants à l'UFC. Puis Doak Rufus a une bonne relation avec l'UFC aussi. Donc, il s'entend avec les Pettis, l'UFC adore Sergio Pettis. Donc, il s'entend avec d'autres combattants, des Ben Askren, des enfants de même. Fait moi, je pense que ça, c'est à son avantage. Est-ce qu'on va le remettre encore en main event en combat de championnat du monde? Je pense que c'est fini. C'est sûr que ça n'a jamais été l'amour. Je serais surpris de le voir couper, mais non, c'est pas vrai. Je serais pas surpris de le voir couper, mais ça m'étonnerait. Dis-tu ça? C'est à peu près la même phrase, là, mais je veux dire, je le vois pas le faire couper, mais s'il se fait couper, je vais dire c'est ça qui est ça. C'est ça, tu tomberas pas en bas de ta chaise. Je pensais à des gars aussi comme Robbie Lawler, un de tes préférés, qui est plus ce qu'il a déjà été. Des gars comme Carlos Condit, il y a un combat de prévu, là, mais si ça va pas comme il faut, ça va pas à son avantage, c'est peut-être terminé. Des gars, Mike Perry, on en parlait la semaine passée. C'est peut-être le temps. Mais Mike Perry, là, Dana White adore Mike Perry. Il l'adore. Il l'a déjà dit. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec comment tu penses. Mais tu sais, juste pour revenir, tu disais des Carlos Condit, des Robbie Lawler. Et moi, là, quand tu parles de ça, là, ça me fait mal au cœur. C'est ma génération. Moi, et puis là, je vois tout, là, ils s'en vont. Moi, je suis un Shogun Roy aussi. Là, ils vont tous s'en aller un par un. Dire, OK, là, c'est vraiment fini. Là, je trouve ça un peu nostalgique quand même. Mais le temps passe, puis le sport évolue, puis c'est un sport de jeunes aussi à cette heure. C'est ça. Je te comprends tout à fait. Là, j'ai le même feeling quand je vois que des gars nés en l'an 2001 sont repêchés dans LNH. Là, je me dis on est rendu là. On est rendu à cette génération-là. Là. Ah là là. Vieilli, on ne rajeunit pas malheureusement. En terminant, je vous laisse. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a le Bellator demain soir. Bellator 254. Emily McFarlane qui va défendre son titre des poids mouches de Bellator. Super belle combattante, ultra talentueuse. Si vous avez la chance de jeter un coup d'œil là-dessus, elle va tenter de défendre son titre pour la 5e fois contre Juliana Velasquez. Je ne connais pas trop Velasquez, mais McFarlane 11-0, Velasquez 10-0. Donc, un combat mais encore une fois, McFarlane, en plus, elle redonne à la communauté. C'est une combattante qui est très impliquée socialement aussi. On ne la connaît pas beaucoup parce que, ceux qui connaissent bien les arts martiaux mixtes, ça la connaissent, mais on ne la connaît pas beaucoup, mais c'est tellement une belle combattante au niveau d'une belle personne et elle est extrêmement complète et solide aussi. Je ne pense pas qu'elle va perdre sa fiche parfaite, en fait. Ouais, je pense pas non plus. Puis, parlant de Bellator, il y a aussi Anthony Johnson, on apprenait ça aujourd'hui, qui a signé avec Bellator. Ouais. On pensait qu'elle allait revenir. Il a signé, Rumble, il y avait un contrat, et puis là, finalement, on n'a pas réussi à s'entendre, et Bellator... Et là, ça commence à faire plusieurs, des Corey Anderson, des Anthony Johnson, des gars comme ça qui passent de l'UFC à Bellator. Donc, intéressant, là, de Bellator comme... Bellator, de plus en plus, est pris au sérieux. Puis, moi, je pense à des gars comme Diego Lima, Douglas Lima, puis des gars comme Pitbull Freira, qui sont qui battraient, qui sont peut-être les meilleurs dans leur catégorie, là, sais-tu ce que j'ai trouvé vraiment bien de Bellator?
on a souvent dit que Bellator ramassait les déchets de l'UFC. Ça, c'est pour être vraiment drastique. Là, c'est les mots qu'on dit dans la rue puis pas à la télévision. Mais on a dit non à Anderson Silva, on a dit non à Yoel Romero. Ils sont quand même des gros noms quand même. Je trouve que là, on commence à mieux penser. Corey Anderson, ça ne change pas grand-chose, il n'était pas bien vendeur, mais Anthony Johnson, c'est quand même une grosse prise. Il va revenir chez les poids lourds. C'est un combattant qui était aimé, qui était spectaculaire. Ça, c'est bien quand même. Le problème, c'est qu'il va se battre contre pas des mauvais combattants, mais pas des combattants qui sont des gros noms. Ce qui fait que ça va tirer moins l'œil de monsieur, madame, tout le monde. Je pense que c'est encore Ryan Bader, si je me trompe pas, le champion poids lourd de Bellator. Mais en tout cas, non, c'est ça, effectivement, c'est le défi là, d'être dans l'ombre de la grosse organisation. Je trouve que malgré tout, ils font leur. Quand tu portes attention, ils sont capables de présenter des belles choses. Malheureusement, la profondeur de l'organisation, au niveau des. Oui, tu as les champions, tu as peut-être le top 2, 3 qui sont vraiment bons. Après ça, c'est vrai que la qualité des combattants en prend un coup versus l'UFC dans certaines catégories où le top 15 est juste tout simplement incroyable. Mais bref, c'est des petites nouvelles qu'on voulait vous partager du côté de Bellator à suivre. Pat, merci beaucoup. On a encore réussi à jaser ça pendant plus d'une heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur toutes les plateformes où vous downloadez vos podcasts. Abonnez-vous dans la cage. On est également sur le rds.ca/balado-diffusion et sur la page YouTube de RDS. À côté, je vais te souhaiter un très bon UFC 256 ce samedi, mon ami. Yes, Prends soin de la petite famille. Avec Georges. Oui, c'est vrai, Georges sera là. Prends soin de la petite famille. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt tout le monde. Ciao.